Madame, Monsieur, bonsoir. C'est dimanche et bienvenue à cette édition de Scène de Presse. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition de Scène de Presse. Sur le plateau avec moi, le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale, Nwalala Mokoulou-Vondo Akame. Bonsoir, monsieur le directeur général, et bienvenue sur le plateau. Bonsoir. En face de vous, à ma gauche, Yvonne Elundou, qui est le chef du département des programmes et de la programmation au poste national de la CRTV. Bonsoir et bienvenue sur le plateau. Bonsoir Lucrèce, merci de m'avoir invité, de m'avoir associé à cette émission. Avec vous, nous parlerons des réformes, des atouts et des pesanteurs de la CNPS. Cet échange arrive quelques jours après le décret du président de la République fixant le taux de revalorisation de certaines pensions vieillesse et d'invalidité ainsi que de décès. Taux d'augmentation 20%. La soutenabilité de cette nouvelle donne et les autres branches de la sécurité sociale meubleront la première partie de cette édition de Scène de Presse. Et puis juste après, nous parlerons du Covid-19. Cette fois, nous donnerons la parole au docteur Sarah Eyango, qui est le chef de l'unité Covid-19 au COUPS. Elle répondra à toutes les questions d'Évariste Eyenga sur les tests mobiles qui seront bientôt lancés au Cameroun. Et bien entendu, nous ne laguerons pas les sujets relatifs aux vrais faux tests négatifs ou positifs au Covid-19 et à la fréquence de ceux-ci. Mais avant, nous parlerons donc de la CNPS. Et si je ne m'abuse, monsieur le directeur général de la CNPS, vous aussi, vous avez dû prendre des mesures fortes contre le Covid-19. Oui, absolument. D'abord, je voudrais dire, malgré vos sensibilités que je devine, combien je suis honoré de prendre part à votre émission de forte réputation. Et je suppose à l'audience agréable. En ce qui concerne le Covid-19, vous vous doutez bien que, comme toutes les autres institutions, et en application des instructions gouvernementales, nous avons pris un certain nombre de mesures pour protéger d'abord nos personnels et ensuite tous nos clients, nos usagers qui se présentent à nos services. Et je pense qu'à ce jour, les mesures prises portent des résultats positifs dans la mesure où nous ne déplorons pas un grand nombre de cas ni positifs ni en termes de létalité. Alors, le président de la République a décidé le 8 juillet dernier de la revalorisation de certaines pensions vieillesse, d'invalidité et de décès. Le taux d'augmentation est fixé à 20% et vous maintenez que ces nouveaux montants seront disponibles dès le 1er août prochain? Oui, absolument. Comme le décret l'indique, la mesure prend effet à compter du 1er août. Cela signifie que ça vaut pour la pension du mois d'août qui sera payée à la fin du mois. En général, nous payons le mois suivant, le 5 du mois qui suit, mais de manière exceptionnelle et pour permettre à nos pensionnés de jouir assez rapidement de la mesure présidentielle. Nous avons ramené la date du paiement non pas au 5 du mois suivant, mais au 24 du mois. Cela signifie qu'à partir du 24 août, ils seront payés au nouveau taux. Et puis, il faut signaler que la pension du mois de juillet, qui aurait dû être payée le 5 août, a déjà été payée depuis le 24 juillet pour leur permettre de faire bien la distinction entre les anciens et les nouveaux taux. Alors, parlons de cette décision-là du chef de l'État. Vous avez l'impression qu'il a fait preuve d'équité? Absolument, c'est le moins qu'on puisse dire. Lorsqu'on se réfère à la réforme de 2016, par exemple.
C'est le moins qu'on puisse dire. Vous savez, la pension qu'on perçoit est fonction des cotisations qu'on a faites. Quand on a cotisé à un faible niveau, je ne dirais pas que la pension est faible, mais en tout cas, elle est proportionnelle à la cotisation qu'on a faite. Donc, ceux qui ont cotisé au nouveau taux, donc à un taux un peu plus important, il est tout à fait logique qu'ils perçoivent une pension plus élevée, mais par équité précisément, le président de la République a voulu que ceux qui avaient cotisé aux anciens taux relativement faibles puissent néanmoins bénéficier d'une amélioration de leurs conditions de vie. C'est ce qui justifie la forte augmentation de 20%, comme vous le dites si bien. Alors, oui, combien de personnes sont concernées par cette revalorisation? Le texte dit bien certains pensionnés. Oui, les anciens pensionnés, c'est la très grande majorité. Ils sont à quasiment 100 000 sur les 114 000 pensionnés que nous avons. Donc c'est la très très large majorité qui est concernée par cette mesure. Pour une incidence financière de 15 milliards. 15 milliards environ. Alors, je vous propose justement de relire ce texte du président de la République. C'est en zooming, et c'est un zooming que nous propose Cyril Kinge-Mbepe. Le 1er août 2020, des milliers de pensionnaires de la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS vont bénéficier des retombées du décret du 8 juillet dernier du président de la République. Une révalorisation des pensions de vieillesse, d'invalidité et de décès de l'ordre de 20%. Calculette en main, la Direction générale de la CNPS annonce qu'une enveloppe supplémentaire de 15 milliards de francs CFA est nécessaire pour mettre en œuvre cette revalorisation. Autre nouvelle donnée par le gestionnaire de ces pensions, cette revalorisation apporte un bol d'air aux personnes qui n'avaient pas bénéficié de l'augmentation automatique de 2016 qui prévoyait un relèvement du taux de cotisation sociale au Cameroun de 7 à 8,4% avec un plafond qui passait de 300 000 à 750 000 francs CFA. Voilà pour le décor. Dans la réalité quotidienne, l'État du Cameroun offre ainsi un souffle nouveau à des personnes qui ont, de nombreuses années durant, plié l'échine sous diverses fonctions et attributions. L'heure est venue pour elles de jouir des fruits de la santé retrouvée par l'économie camerounaise malgré la pandémie. Ici encore, les experts parlent d'une réflexion engagée en 2017 dans le cadre de la Commission nationale consultative du travail, présidée par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ouona. À l'époque, les représentants des travailleurs souhaitaient une revalorisation de 50%. Le président de la République a en dernier ressort opté pour une réévaluation prudente et maîtrisée. Le quotidien des seniors camerounais s'améliore. L'accès aux médicaments nécessaires à cet âge, a-t-on entendu, va se faire dès la prochaine pension avec moins de douleur. Les réclamations peuvent encore se faire, c'est vrai, mais le pas est franchi. La CNPS a ouvert depuis peu un cycle d'amélioration du quotidien de ses pensionnaires. Elle a l'occasion de faire une rentrée réussie dans ce nouveau décompte. Et ce sera dans les tout prochains jours. On l'a bien entendu, Cyril Kinge-Mbepe, 100 000 personnes sont concernées par cette décision, par ce décret du chef de l'État qui date du 8 juillet dernier. L'incidence financière est de 15 milliards de francs CFA. Alors la question, comment je voudrais vous poser, Monsieur le Directeur général, c'est de savoir si votre système informatique vous permet de faire les paramétrages nécessaires dans le peu de temps qui vous reste. Pour vous répondre très rapidement avant de revenir à la présentation qui vient d'être faite, je dirais oui, notre système d'information est parfaitement huilé, nous sommes prêts, les paiements seront faits au franc près dès que le mois sera échu. J'ai dit que je voulais apporter une ou deux précisions. D'abord, la Commission consultative nationale n'est pas une instance de réflexion. La réflexion ne se fait pas à ce niveau où les propositions se font avant. Donc c'est une instance qui apprécie précisément
les propositions qui sont faites. La deuxième chose est que nous ne pouvons pas partir d'une surenchère, d'un taux surenchéri pour apprécier le niveau qui a été retenu par le président de la République, qui est tout à fait non seulement raisonnable, on parlait de 50%, mais réaliste. On parlait d'une revalorisation de 50%. J'ai entendu parfois certains dire même 100% ou 200%, que sais-je encore. Non. La décision présidentielle est raisonnable et réaliste, c'est-à-dire elle correspond d'abord à la situation et en réalité elle apporte un plus. Je l'ai dit, les pensionnés ont cotisé à un taux faible. Pour vous donner un chiffre relativement parlant, lorsque vous avez cotisé sur 15 ans, vous avez récupéré toutes vos cotisations sur 2 ans et demi. C'est-à-dire vous cotisez 15 ans et après 2 ans et demi, vous avez récupéré tout ce que vous avez cotisé. Ça veut dire que le système camerounais est extrêmement généreux. Donc, à la modicité des cotisations, je ne dirais pas va correspondre à une modicité des pensions, mais une pension qui permet relativement de vivre. Et la décision présidentielle permet aux pensionnés concernés d'améliorer leurs conditions de vie. Je crois que, d'ailleurs, je ne l'ai peut-être pas souligné suffisamment. Je porte ici les remerciements très enthousiastes et avec effusion de ces pensionnés qui, à l'occasion, je peux le dire parce que j'ai recueilli leurs documents en la circonstance, sont adressés au chanté. J'ai failli dire les louanges présidentielles à 1000 refrains et je crois que tout le monde en est satisfait. Alors, les 15 milliards dont on parle tant, c'est une dotation mensuelle? Non, les 15 milliards, c'est sur la période qui nous reste là, jusqu'à la fin de l'année. Oui. Donc, Et est-ce que les personnes qui avaient été oubliées en 2016 peuvent s'attendre à ce qu'on appelle souvent un rappel? Non, personne n'a jamais été oublié. Vous, vous doutez bien qu'on n'oublie personne à la CNPS. C'est une espèce de mesure d'équité que le président prend. Parce que ceux qui avaient déjà une pension n'ont pas bénéficié de la réforme parce qu'ils simplement ils n'ont pas cotisé au nouveau taux. Leur pension était déjà figée. Le président de la République leur donne l'occasion là de profiter de l'embellie financière que nous pouvons montrer et qui leur permet d'améliorer leurs conditions de vie. Ce n'est pas un oubli, ce n'est pas un rattrapage, c'est une mesure d'équité. Je voudrais juste que vous nous précisiez, Monsieur le Directeur Général. Vous avez dit, vous avez cotisé pendant 15 ans, je cotise pendant 15 ans, mais en 2 ans, vous avez récupéré. J'ai récupéré, mais je continue de percevoir ma pension retraite. D'où vient cet argent? C'est ça la sécurité sociale. C'est de prévoir et de garantir la pérennité des paiements. Alors je dirais que, pour éclairer très précisément vos téléspectateurs, nous payons non seulement jusqu'à la fin de votre vie, mais nous payons aussi vos descendants et vos conjoints. Les descendants jusqu'à l'âge adulte et les conjoints jusqu'à leur décès. Ça veut dire que vous mesurez un peu le temps de paiement, ce qui peut s'étirer sur plusieurs décennies. Donc, si nous n'avons pas garanti la pérennité de ces paiements à travers des investissements judicieux, il est difficile de garantir. On va revenir sur la question des investissements. Je voudrais que vous nous parliez de la soutenabilité de cette décision. Vous avez dit 15 milliards, c'est jusqu'à la fin. À la fin de l'année. La fin de l'année. Et la conjoncture actuelle, Lucrèce, vous permettez, on parle de crise. L'argent vous vient d'où? Nous avons l'argent qui permet de faire face à la mesure présidentielle. Nous sommes une institution de prévoyance sociale, donc qui prévoit l'avenir. Et nous avons suffisamment prévenu cet avenir qui se présente à nous. Donc nous sommes sûrs de pouvoir payer non seulement cette année, mais toutes les années qui vont suivre. La crise, vous dites oui. Il y a une certaine crise, les données économiques le laissent entendre, mais en même temps, je dirais pour l'instant, ce n'est pas j'ai failli dire le coup de boutoir
auxquels certains s'attendent ou annoncent. Certes, nous avons enregistré jusque-là une relative baisse des recettes du fait de cette crise, mais elle n'est pas alarmante et nous avons suffisamment de moyens pour y faire face sans la moindre difficulté. Alors, ces moyens-là vous viennent partiellement, vous l'avez dit d'ailleurs, c'est mineur, des cotisations des personnes et qui des sont... investissements. Nous allons parler des cotisations. Il y a des cas de figure au cours desquels celui qui pense avoir cotisé pendant toute sa vie se retrouve à ne pas percevoir ce qu'il attend. Ça veut dire soit l'entreprise dans laquelle la personne a travaillé n'a pas reversé régulièrement, soit ces entreprises minorent les salaires au moment de reverser. Pourquoi la CNPS abandonne les pensionnés à leur sort? Écoutez, nous ne saurions abandonner qui que ce soit, mais simplement nous appliquons les mesures qui correspondent au droit. Nous sommes dans un système déclaratif et nous sommes dans un système par répartition où il est contributif. Vous devez contribuer, vous devez cotiser. La cotisation ne se fait pas par la soustraction d'une partie de votre salaire, mais par le reversement à la CNPS des cotisations. C'est ça qu'on appelle contribution. Mais c'est justement ce reversement. Mais qui veille sur ce reversement? Si une entreprise dit, par exemple, affirme qu'elle a reversé ou que ça a été coupé à la source et que cet argent doit, par exemple, se trouver au trésor, je dis n'importe quoi, pourquoi à la fin du mois, le retraité ne reçoit pas son argent? Pourquoi? Que fait la CNPS entre-temps? Est-ce qu'il faut absolument attendre que le Trésor vire l'argent dans les caisses de la CNPS, même si l'entreprise a fait ce qu'elle avait à faire? Et écoutez, je voulais juste vous poser une question. Si vous devez de l'argent à quelqu'un, vous lui remettez un chèque, et ce chèque n'est jamais précompté à la banque, est-ce qu'on peut considérer que la créance est assumée et la dette réglée? Non, la dette n'est réglée que dans la mesure où l'argent rentre dans la caisse. Monsieur le directeur général, ce que nous voulons, nous tentons de savoir, c'est ce que la CNPS fait pour que les personnes immatriculées ne souffrent pas à l'heure de la retraite. Mais c'est simple, nous le disons tout le temps. La première chose, à partir du moment où le système est déclaratif, c'est que chacun s'assure que le prélèvement annoncé par l'employeur est effectivement reversé à la CNPS. Ça, chaque travailleur peut le vérifier de deux manières. À l'intérieur de son entreprise, il y a des syndicats, il peut savoir si l'argent a été viré ou non. Ou alors, en se rapprochant la CNPS, en allant sur votre site, sur notre site, auprès de nos services, à tout moment, le travailleur peut savoir si son employeur reverse ou non les cotisations. La vérification est très aisée aujourd'hui de le savoir. Moi, je voudrais savoir pourquoi la CNPS attend juste le dernier moment. Entre-temps, la CNPS pour s'assurer que ces prélèvements ont été faits et qu'ils ont été effectivement reversés dans ces caisses. Il n'y a pas moyen de contrôler avant. Pourquoi seulement attendre à la fin de la journée, j'ai envie de dire ça comme Écoutez, je comprends vos questions, mais vous devez comprendre que la CNPS, certes, procède à des contrôles. Nous faisons des contrôles réguliers. Je crois qu'à la CRTV, vous en avez déjà subi. Mais nous ne pouvons pas contrôler les 46 000 entreprises tous les jours. Les cotisations se font tous les mois. Pour contrôler les 46 000 entreprises affiliées, il faut, je ne sais pas moi, 10 000 personnes ou 20 000, je n'en sais rien. C'est pourquoi on dit que le système est déclaratif. Mais à partir du moment où les travailleurs ou les syndicats dénoncent un employeur défaillant, à ce moment, nous avons l'obligation d'aller contrôler. Au-delà des contrôles programmés, dès lors qu'il y a une dénonciation, ce à quoi nous invitons, ce n'est pas de la délation, c'est une dénonciation légitime. Dès lors que l'employé ou le syndicat dénonce un employeur récalcitrant, eh bien,
la responsabilité revient à la CNPS de contrôler, de régresser et de percevoir les cotisations correspondantes. Donc, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Vous êtes justement passé dans les réformes que vous avez initiées, une réforme qui porte sur la dématérialisation et la simplification des procédures. Est-ce qu'à partir de cette plateforme-là qui existe déjà, il n'y a pas moyen de faire plus de contrôle, d'être plus proactif? Oui, nous le sommes. Peut-être que vous ne vous êtes pas suffisamment immergé dans le fonctionnement de la CNPS. Aujourd'hui, nous faisons ce qu'on appelle des contrôles à distance. D'ailleurs, pendant toute la période du Covid, enfin, les mesures du plan gouvernemental, depuis mars, nous ne sommes pas allés sur le terrain, nous n'avons fait que des contrôles à distance. Parce que nous pouvons contrôler dans notre système les télédéclarations que nous recevons, les anomalies, et relancer les employeurs défaillants. Donc nous faisons des contrôles à distance par la voie numérique. Il n'empêche que les contrôles physiques sont tout autant nécessaires parce qu'ils permettent d'aller au-delà des éléments documentaires qui nous sont transmis. Et si nous parlions de toute cette documentation, cette panoplie de pièces dont se plaignent les pensionnés? Ah non, il y a au contraire. Beaucoup trop de pièces. Au contraire, il devrait être heureux si c'est des personnes légitimes qui vous ont parlé. Ils vous diraient qu'il y a quelques années encore, il fallait à 15 pièces, une vingtaine de pièces. Maintenant, aujourd'hui, on est à combien? On est à 3 pièces qu'on peut faire en une journée. Donc, c'est la chose la plus simple. Mais qu'on peut vous demander à nouveau la même pièce? Pas du tout. Si vous prenez votre retraite aujourd'hui, nous sommes combien? 6 le 26 juillet. Prenez votre retraite aujourd'hui. Le mois prochain, vous avez le 24 août, vous aurez votre pension en produisant uniquement le certificat de cessation de travail, une déclaration sur l'honneur que vous n'avez pas un autre emploi, ou pour les veuves, il y a une autre pièce pour les veuves, mais pour le travailleur, avec le dernier bulletin de salaire, d'ailleurs, c'est même pas nécessaire, c'est selon. Monsieur le secrétaire général, à vous écouter, on a l'impression que c'est très simple. C'est la chose la plus simple au monde aujourd'hui. Mais on se rend compte que ce n'est pas aussi évident. Aujourd'hui, lorsque nous préparions cette émission, on a essayé de discuter avec certains syndicalistes et qui nous ont bien fait comprendre que ces 3 pièces-là, c'est vrai que ce sont les pièces officielles qu'il faut fournir, mais on n'a pas toujours sa pension au moment où on l'attend, c'est-à-dire juste quelques mois après la cessation d'activité. Est-ce qu'il y a autre chose? Quels sont les autres goulots d'étranglement qui existent? Est-ce qu'il n'y en a pas? Je préfère ne pas être affirmatif. Il est possible qu'il n'y ait pas de goulot, il est possible qu'il y ait des défaillances individuelles. Ça peut arriver comme partout. Au niveau de la CNPS ou ailleurs? Moi, je parle pour la CNPS. Ailleurs, je préfère ne pas juger les autres. En ce qui concerne la CNPS, je vous donne les derniers chiffres. Nous avons, pour le mois de juin, traité 96% des demandes en 24 heures. 96%. Donc, il n'est pas exclu que les 4% qui se plaignent soient ceux qui ont été traités en 48 heures ou en 6 jours, je n'en sais rien. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément est que, précisément, nous l'avons évoqué tantôt, ceux qui relèvent d'entreprises défaillantes et qui ont l'espoir d'être payés, c'est normal, c'est légitime, et qui se rendent compte au bout du chemin que les cotisations n'ont peut-être pas été reversées, pour cela, il y a un délai. Le temps de éventuellement faire des contrôles de réajustement ou d'appeler l'employeur à régulariser sa situation. Alors, monsieur le secrétaire général, je voudrais que nous parlions d'une autre réforme, la réforme qui concerne le paiement par mobile des cotisations sociales et autres allocations familiales pour les employés, les assurés volontaires. J'imagine que pour cette catégorie de personnes, Yvonne et Lundou, il n'y a peut-être pas de problème, mais maintenant, pour les autres,
qui doivent, par exemple, recevoir, je ne sais pas moi, 4800 francs comme allocation familiale, recevoir ça par mobile money, il me semble que ce n'est pas une décision qui arrange tout le monde, monsieur le directeur général. Et lorsque vous payez 4800, il y a des frais? Tout à fait. Qui s'occupe des frais? Ah, écoutez, moi j'en suis fort surpris. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui percevait des allocations familiales au bout de 3 mois, à travers un billetteur parfois capricieux qui pouvait prolonger le versement à plusieurs autres mois, comparé à aujourd'hui où on perçoit tous les mois ces allocations familiales et instantanément, je serais fort surpris qu'on s'en plaigne, sauf à être sadomasochiste. On ne s'en plaint pas, mais ce canal de paiement par monnaie via mobile, est-ce que c'est un moyen sécurisé? Et on sait que ce canal-là exige des frais. Mais aujourd'hui, est-ce que les frais sont supportés par la CNPS ou alors c'est la personne qui reçoit le minimum qu'il puisse recevoir qui doit encore payer les frais? D'abord, je dirais que c'est le paiement le plus sécurisé aujourd'hui. Il y a plein d'arnaques dans le système, monsieur le directeur général. Non, il ne saurait y avoir d'arnaque. À partir du moment où vous avez votre téléphone et vous êtes personnel, c'est vous qui donnez votre numéro à la CNPS. Les téléphones sont constamment piratés. C'est pas la faute de la CNPS si vous faites pirater votre téléphone. Absolument, mais c'est un risque. C'est un risque quand même. C'est un risque quand même. Pardonnez-moi, c'est un risque, mais c'est pas une réalité. Il y a un fossé parfois entre le risque et la réalité. À ce jour, je n'ai pas reçu, en ce qui me concerne, une plainte de quelqu'un dont le téléphone a été piraté et qui n'a pas perçu sa pension. Donc c'est une hypothèse qui peut flatter l'intellect de certains, c'est fort possible, mais la réalité est que ceux qui ont leur téléphone, qui nous ont donné leur téléphone, perçoivent leurs allocations à travers ce téléphone. Et ceux qui sont payés... Ils perçoivent le net, juste le net. Nous voulons savoir qu'ils perçoivent le net. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire exactement, vous qui faites parfois, qui recevez les transferts, 100 francs par paiement, je ne suis pas sûr que la question derrière, monsieur le directeur général, je suis pas sûr que cela ruine. La question derrière, monsieur le directeur général, c'est qui paye les frais de transfert? Je voudrais, en tout cas... Est-ce que c'est la CNPS ou alors c'est le pensionnaire? Non, nous partageons les frais avec les pensionnés. En tout cas, les pensionnés avec... Oui, c'est les pensionnés qui sont concernés, mais ici, nous parlions des travailleurs. C'est tellement insignifiant. Mais je ne sais pas si... Je reprends, soyons... C'est peut-être insignifiant pour le directeur général de la CNPS, ce n'est pas insignifiant pour monsieur tout le monde. Remettons les choses à leur juste proportion. Vous savez, nous avons souvent les fantaisies de nos incommodités ou de nos... Ce que je voudrais dire, je répète, que le système ancien était celui-ci. Les allocations, puisque nous parlons des allocations familiales, les prestations familiales étaient payées... Qui ont été revues à la hausse, monsieur le directeur général? Non. Oui, il y a quelque temps, mais cette année, pas encore. Étaient payées tous les 3 mois. Tous les 3 mois. Il fallait attendre 3 mois. De 2, étaient payés. J'avais un billetteur d'entreprise qui prenait le temps de récolter et venir à la CNPS prendre l'argent. Et je vous assure, tous les mois, nous avions des centaines de réclamations. Des centaines de gens dont les billetteurs s'amusaient à utiliser l'argent à d'autres fins. Et qui le faisaient du chantage. Donc pour vous, c'est un moyen de... C'est un moyen extraordinaire d'avoir une relation directe avec nos assurés sociaux, de garantir le paiement, d'aller vite. Aujourd'hui, nous payons tous les mois. Vous avez vos allocations familiales. Monsieur le directeur général, dans les banques et dans les coopératives d'épargne et de crédit, vos pensionnés, je vais les appeler comme ça, se plaignent qu'il y a beaucoup de coupes. Est-ce que les montants virés sont exemptés de retenue? Écoutez, il y a un ministère chargé des banques. Ce n'est pas la CNPS qui est chargée des banques. Le travail de la CNPS, c'est de virer l'argent dans le compte que vous lui indiquez. Maintenant, si vous avez une convention de je ne sais quelle sorte avec vos banquiers,
ça relève de vos relations avec le banquier. Et s'il y a des prélèvements indus, il y a une administration chargée de contrôler d'éventuels prélèvements indus. Alors la CNPS, elle se contente simplement de virer cet argent. Elle ne cherche pas à savoir si cet argent arrive dans son entièreté entre les mains l'argent du arrive bénéficiaire. Toujours dans son entièreté, dans le compte. Mais subit des coupes que les pensionnés. Écoutez, s'il y a des banques, ça concerne tout le monde, y compris vous, je présume, que vos banques prélèvent toutes sortes de frais. Ça... Sinon, il n'y aurait pas de banque. Les banques doivent vivre. Je ne sais pas sur quels frais. Et je présume que c'est sur leur clientèle qu'ils prélèvent. Lucrèce, on peut dire un mot sur les prestations familiales, les congés de maternité. On a appris à un moment que les prestations vont augmenter de 2500, de 2800 à 4500. Où en est-on avec cette décision ? Non, je crois que vous avez certainement vu des projets dans ce sens qui ont été examinés par la Commission nationale consultative, mais ce n'est pas encore acté au plan réglementaire. Voilà. Il va falloir qu'on attende encore un peu. Absolument. Et les risques professionnels ? On va revenir sur les risques professionnels, Yvonne Elounou. Je voudrais que nous reparlions des investissements dans un contexte de marasme économique, notamment dans le domaine social, où tout le monde se plaint d'insuffisance de moyens. Vous affirmez que la CNPS se porte plutôt bien, qu'elle est excédentaire. Alors, moi, je voudrais savoir d'où vient cet argent, comment se porte permettez-moi la répétition, comment se porte le portefeuille d'action de la CNPS. J'ai également entendu dire que vous avez fait beaucoup d'investissements. Dans quoi? Et finalement, combien est-ce que ça vous rapporte? Peut-être... Parfois, l'argent aime le bruit. Pour vous... Pour que vous ne sortiez pas cet argument que j'ai lu quelque part. Bien que nous ne soyons pas tout à fait du même avis, mais enfin, puisque je suis là pour répondre à vos réponses, je m'y essaierai. Je ne pourrais pas y répondre de but en blanc. Je voulais cadrer d'abord la question, si vous permettez. La sécurité sociale, jusque-là, est fondée sur un paradigme, en tout cas au Cameroun, et dans la plupart des pays d'inspiration juridique francophone, c'est que ce sont les cotisations qui permettent de faire face aux prestations sociales, uniquement les prestations. Cette logique a connu son âge d'or, mais aujourd'hui nous pensons, c'est ma conviction en tout cas, qu'il faut faire évoluer ce paradigme. Parce que la logique ultime de cette logique de ce paradigme est que chaque fois qu'il y a le moindre problème, il faut augmenter le taux des cotisations. Or, ce n'est pas extensible à souhait parce que ça procède en même temps de la pression fiscale qui, elle, est globale. Cela veut dire quoi? Cela veut dire simplement qu'il faut aller vers d'autres niches de financement de la sécurité sociale. Et ces niches, c'est quoi? C'est les placements. Il faut que les produits financiers puissent permettre aussi, à côté des cotisations sociales, de financer la sécurité sociale. Voilà le paradigme dans lequel... Vous allez en bourse? Je me situe. Il n'est pas exclu, d'ailleurs, nous sommes en train de travailler dessus, nous irons probablement en bourse, pas comme CNPS, mais nous allons pouvoir prendre des positions en bourse dans les... Pourquoi pas les prochaines semaines. Vous investissez dans l'immobilier? Nous faisons des placements financiers, nous faisons des placements dans l'immobilier, nous faisons des placements en investissement en actions dans les entreprises. Donc, c'est la conjonction. Est-ce que vous rentrez dans vos droits jusque-là? Oui, jusque-là, les produits... les actions? Jusque-là, les produits des placements sont intéressants. Je vais vous donner le dernier exemple en date. Il y a pas plus tard qu'il y a une semaine, nous avons reçu nos chèques... l'annonce du chèque de nos placements. L'annonce, pas le chèque. L'annonce, c'est acté, c'est l'Assemblée générale d'Afreximbank, puisque nous sommes actionnaires d'Afreximbank, qui a acté
le paiement des dividendes aux actionnaires, dont nous attendons dans les prochains jours un virement de 400 millions. C'est un argent qui procède d'un placement. 400 millions de francs CFA. De francs CFA, tout à fait. Donc, il y en a d'autres, dans d'autres investissements, dans l'immobilier, nous avons des loyers, que nous faisons des dépôts à terme, nous prenons des obligations d'État, des obligations privées. Il y a un management financier propre qui permet de renflouer les caisses de la CNPS et qui font en sorte que ces placements nous font en sorte que nous ne reposions pas le financement des prestations sociales uniquement sur les cotisations. Voilà. Nous l'avons bien compris. C'est de nature à conforter la confiance de nos assurés sociaux. Nous allons marquer un arrêt dans cette édition de Scène de presse pour écouter les journalistes qui vont nous donner leur point de vue sur la question de savoir si on peut encore augmenter le taux des prestations sociales. C'est une question qui leur a été posée dans la rubrique édito de Yves Renaud-Ouandja. Michel Renaud-Ouandja. Il est normal qu'à un moment donné, il y ait un ensemble de prix, un ensemble d'ajouts, d'éléments additifs qui permettent aux travailleurs de pouvoir améliorer son cadre de vie et ses conditions de vie. L'allocation familiale en fait partie. L'augmentation des allocations, notamment au niveau de la Caisse nationale de prévoyance sociale, est quelque chose d'assez normal. Le Cameroun, avec les populations, ont traversé des moments difficiles, notamment la crise sanitaire. Et maintenant, pour accompagner ces populations dans ces moments difficiles, il faut prendre un certain nombre de mesures. Pendant que vous travaillez aujourd'hui, vous cotisez de l'argent qui devrait vous être reversé lorsque vous serez arrivé à la période de retraite, c'est-à-dire d'inactivité. C'est le rôle de la CNPS. Donc normalement, il y a longtemps qu'on aurait dû penser à révaloriser les pensions qui sont reversées. La CNPS quand même connaît une forte embellie au niveau de sa façon dont elle est gérée, qui tranche tout au moins avec ce qui se faisait par le passé. Terminer donc ces histoires de grève des vieillards, ça veut dire que la CNPS est aujourd'hui debout et qu'elle est à mesure de subvenir à toutes ces charges. Le moment est opportun, le moment s'y prête pour que les populations, du moins celles qui sont assurées au niveau de la CNPS, puissent bénéficier de ces allocations, notamment dans l'augmentation, et que ces allocations-là puissent leur permettre d'améliorer leurs conditions de vie. On a cumulé une inflation qui aujourd'hui est pratiquement autour de 80% cumulée, je veux dire, sur les 20 dernières années. On a atteint un stade où le panier de la ménagère, c'est-à-dire que le panier du retraité a totalement changé. Ce n'est plus simplement les petits produits qu'il achetait il y a 20 ans, mais il y a d'autres produits qui sont ajoutés. Et aussi, si on compare par exemple au gain que le retraité aurait eu en plaçant son argent dans un compte d'épargne en banque avec un intérêt, disons, moyen de 3,5%, sur 20 années de cumul de taux d'intérêt, il aurait certainement eu beaucoup plus que ce qu'on lui reverse aujourd'hui. Aujourd'hui, il est normal que cette allocation familiale soit améliorée. D'abord parce qu'elle aidera le travailleur à assumer de façon meilleure les charges qui lui incombent au quotidien, mais également parce que ça peut être un élément de substitution au fait que, évidemment, l'État jusqu'à présent n'a pas encore consenti à relever le niveau des salaires au barème de 1993 par exemple. Au moment où les populations traversent des moments assez difficiles avec la crise sanitaire, cette mesure-là est assez importante, celle-là qui vient donc permettre à ces populations de pouvoir s'en sortir. Ça fait 15 milliards pour près de 100 000 personnes, c'est-à-dire quand on fait le calcul, 12 500 par personne par mois, ça reste très peu. Ça aide un tout petit peu, mais ça reste très peu par rapport aux contraintes de revenus que gèrent les personnes retraitées aujourd'hui. En général, vous venez d'écouter les journalistes qui donnent leur avis sur ces prestations qui sont déjà faites et qui aimeraient, qui voient d'un bon œil que ces prestations, ces allocations soient revues à la hausse. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je note surtout que nous avons un gros travail de communication à faire, parce qu'il y a des avis qui ne correspondent pas tout à fait à la réalité. Donc, c'est certainement de notre faute. Nous allons communiquer davantage dans les prochains jours. Les allocations familiales aujourd'hui, c'est 2800 francs par enfant par mois. Il y a des propositions pour valoriser. Le président de la République en a fait la promesse. Ce n'est pas encore fait. Nous attendons que ce soit fait pour que la CNPS l'exécute et nous y sommes prêts. Cela dit, il est tout à fait légitime que les gens attendent une augmentation parce que nous sommes là pour ça. C'est notre mission, c'est notre travail. Nous y sommes préparés et nous y ferons face de toute façon le cas échéant. Alors une idée sur la fourchette des pensions retraite. Les gains petits, combien? Le maximum, c'est combien? Ce que je vous dirais, je le dis de mémoire, la plus petite pension, je crois, elle est autour de 18 000 francs. La plus forte... Moins que le SMIC. La pension n'est qu'une portion du salaire, du dernier salaire. Donc vous ne pouvez pas avoir... le SMIC, c'est quelqu'un qui travaille, qui va au travail. Je compare les montants. Et puis il y a diverses sortes de pensions. C'est un montant. Oui, il y a les pensions de réversion qui sont divisées parfois entre plusieurs personnes. Donc c'est un chiffre, j'ai failli dire générique. Le maximum? Très peu de personnes. Le maximum, je crois au dernier chiffre, il y a 488 000 francs. Il y en a qui ont 488 000 francs. Mais la moyenne, disons que la pension médiane, c'est un chiffre plus expressif, la pension médiane est de 123 000 francs à peu près. C'est-à-dire que plus de la moitié des pensionnés perçoivent plus de 123 000 francs. Par mois. Par mois. Alors, je voudrais maintenant que nous parlions des risques... Vous voyez qu'ils ne sont pas très malheureux. C'est une question qu'on va leur poser à la fin du mois, lorsqu'il faudra payer, faire face aux charges incompressibles. J'en conviens. On va leur poser la question à ce moment-là. Monsieur le directeur général, je voudrais que nous parlions des risques professionnels qui constituent, on a l'impression qu'ils constituent un peu le parent pauvre de votre action. Je voudrais qu'on parte d'un exemple. Monsieur X est victime d'un accident sur son lieu de service. Aujourd'hui, il est amputé d'une jambe, par exemple. Quand est-ce que la CNPS entre en action? Quelles sont les conditions à remplir et quand est-ce que cette personne est effectivement payée? La question des accidents du travail est relativement encore complexe au Cameroun, il faut l'avouer, parce qu'elle fait intervenir plusieurs administrations. S'il n'était donné qu'à la CNPS d'agir immédiatement, je crois que les choses iraient beaucoup mieux, sauf qu'il y a tout de même des procédures d'authentification préalable à accomplir, notamment pour prendre ce cas donc précis. Lorsqu'il y a un accident du travail, il faut que quelqu'un le constate. En combien de temps? Le constat se fait en entreprise d'abord. C'est l'employeur qui constate l'accident du travail et le déclare à travers ses services compétents et aussi le médecin, quand il y en a, le médecin d'entreprise qui fait ses évaluations, fait son estimation et ceci nous parvient. L'employeur a combien de temps pour le faire? L'employeur a 3 jours. 3 jours? 3 jours, c'est la loi. Mais il y a une substitution. Si l'accidenté est dans le coma? Si l'employeur ne l'a pas fait, l'employé a 3 ans. Donc la loi, il n'y a aucune difficulté particulière de ce point de vue. La loi a donné 3 jours à l'employé pour que ce soit instantané relativement. Mais l'employé, lui, a 3 ans pour le faire. Je disais que, pour prendre l'exemple des accidents du trajet, il faut que les services de l'État compétents, la police, la gendarmerie, constatent l'accident, fassent un procès verbal et le destinent à la CNPS. Ceci peut prendre, pour diverses considérations, un peu de temps. Donc, la prise en charge n'est pas toujours immédiate parce que nous n'avons pas toujours le dossier à temps. Mais dès que nous l'avons, les délais vont très vite pour
pour l'indemnisation. Je rappelle quand même que l'année dernière, en 2019, la CNPS a déboursé à peu près 3 milliards de francs CFA en termes de prestations sociales relatives à la réparation suite aux accidents de travail. Monsieur le directeur général, que faites-vous de la niche que constituent les vacataires et les temporaires dans les formations sanitaires et qui, jusque-là, ne sont pas affiliés à la CNPS si on s'en tient aux confidences de leurs différents syndicats? Écoutez, vous me voyez sourire un peu. Si les choses étaient données à mon choix, je préférais ne pas y répondre. Mais, puisque il m'est donné de le faire, je dirais que sans exclure la responsabilité in fine de la CNPS, parce que c'est nous qui devons les prendre en charge, je dirais que nous ne pouvons les prendre en charge que si leur employeur, en l'occurrence, je suppose que vous parlez des formations sanitaires de l'État. Oui, l'État. Si leur employeur les immatricule. Si les formations sanitaires, à travers le ministère de tutelle, ne les immatriculent pas, vous comprenez que nous aurons du mal à les prendre en charge. Donc, nous exhortons, et c'est la politique, aussi bien du ministère du Travail et de la Sécurité sociale que du gouvernement dans son entier, et a fortiori du président de la République, d'immatriculer tous les travailleurs. Il y a le ministère de la Santé, c'est vrai, mais il y a également les responsables des différents hôpitaux. Mais est-ce non, que ils ces n'ont pas personnes... cette compétence. Les dispensaires ne sont pas employeurs, c'est des services déconcentrés de l'État. En revanche, je peux remonter toutes les informations. En revanche, est-ce que ces personnes-là peuvent volontairement elles-mêmes venir souscrire, comme c'est le cas des personnes qui travaillent dans le secteur informel? C'est deux choses différentes. Nous ne les réfutons pas. S'ils veulent souscrire à une assurance volontaire, nous les prenons en attendant qu'éventuellement les situations soient régularisées. Mais nous avons saisi les administrations compétentes, aussi bien sanitaires que territoriales. Il y en a d'autres dans diverses administrations qui ont ces difficultés réelles et temporaires. Nous sommes en échange permanent avec les ministères concernés pour qu'ils soient immatriculés. C'est un devoir. Le président de la République ne demande pas autre chose. C'est notre responsabilité, à nous tous, j'entends, de les immatriculer. Donc, à chacun d'assumer. Est-ce que vous avez, par exemple, l'intention de mener une action vers ces différentes administrations? Je l'ai dit, nous sommes en relation permanente. Mais peut-être qu'il y a des difficultés, j'imagine bien, en termes de procédure, en termes de prise en charge financière pour que cela aboutisse. Mais je ne doute pas que cela aboutisse avec la bonne volonté de tous, la conjonction des efforts des uns et des autres. C'est notre volonté à tous, ferme, d'assurer leur protection sociale. Monsieur le directeur général, nous ne saurions vous laisser partir sans vous poser la question de savoir quel est le degré d'implication de la CNPS dans l'assurance maladie. Là aussi, c'est une question pas taboue, mais qui ne relève pas la CNPS. Nous sommes de modestes participants au comité en charge de la réflexion. Nous produisons nos réflexions. Nous avons appris ces derniers temps qu'il y aurait eu quelques distributions de rôles. Nous n'en sommes pour l'instant pas partie prenante, mais voyons voir. Lorsque les décisions ultimes seront prises, nous verrons si nous avons un rôle à jouer. Est-ce que vous êtes jusque-là, est-ce que vous avez été impliqué jusque-là dans la conduite de ce dossier? À un certain niveau de réflexion, la couverture santé universelle dont on parle tant. Nous avons produit nos réflexions. Vous doutez, nous sommes une administration, un service aussi de réflexion. Nous avons produit nos réflexions. Il y a des institutions chargées de le prendre ou non en compte et de décider. La décision, ce n'est pas de suivre ce que la CNPS dit. Non, la décision, c'est d'apprécier avec les divers éléments dont on dispose et ce n'est pas nous qui décidons, hélas. Monsieur le directeur général, nous sommes bientôt parvenus au terme de cet entretien, de cet échange avec vous. Et on a bien retenu que l'entreprise, la CNPS, se porte plutôt bien en termes de performance, mais certaines personnes trouvent à redire sur la gestion
des ressources humaines. Qu'est-ce que vous leur répondez? J'ai toujours répondu de la même manière. Il n'y a qu'au paradis où il n'y a pas de contestation, pas de frustration, pas de doléance. Nous avons le malheur d'être dans le monde des hommes, dans de l'imperfection. Mais il faut retenir que nous avons une charte des valeurs. La charte des valeurs prescrit notamment l'éthique, la discipline, le travail en équipe, la performance. Si vous n'êtes pas dans ce paradigme, vous aurez du mal à évoluer à la CNPS. En écoutant ce paradigme, Monsieur le Directeur général, vous semblez conforter ceux qui pensent parmi vos collaborateurs ou d'autres personnes, ceux qui pensent que vous êtes plutôt dur, on va le dire comme ça. Je ne sais pas si on peut l'interpréter de cette manière. C'est une vue. Vous-même, vous considérez comment? Je crois que je suis orthodoxe, au sens premier du terme, c'est-à-dire droit. Orthodoxe veut dire ce qui est droit. Donc, s'il y a une droiture qui s'oppose à cette orthodoxie en ce moment, il y a conflit. Et vous partez toujours gagnant dans ces conflits? Ce n'est pas une question de rapport de force, c'est une question de principe. Le principe, les valeurs sont simples. S'il faut être discipliné, vous n'avez pas préconisé l'indiscipline. S'il faut travailler, vous n'avez pas préconisé la paresse. S'il faut travailler en équipe, vous n'allez pas préconiser l'individualisme. S'il faut préconiser la performance, vous n'allez pas préconiser la faiblesse des résultats. Donc, c'est un choix qui n'est pas manichéen, mais qui est réaliste et va dans le sens de ce qu'il faut. D'ailleurs, les résultats sont là pour nous conforter dans ce choix-là. D'accord. Merci, Monsieur le Directeur général de la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale. Nous allons marquer notre arrêt dans cette édition de Scène de presse pour écouter le ministre de la Santé, le Dr Manaouda Malachi, qui nous parle de la gestion des centres de Covid-19. Et c'est dans le focus de Scène de presse. Le président de la République a instruit que nous construisions dans chaque chef-lieu de région une unité d'isolement. Et comme vous l'avez vu, nous avons inauguré pour Ebolova. On a vu Douala également. De Douala a été inauguré, celui de Bertois sera inauguré bientôt et les autres vont suivre. Ces centres d'isolement, plus un centre à l'aéroport international de Douala, un autre à l'aéroport international de Yaoundé, ça fait 12 au total. Nous sommes dans les 4,8 milliards à peu près sur la construction et l'équipement de ces 12 centres. Maintenant, nous avons également la mise à disposition des fonds à tous les acteurs de prise en charge, notamment au niveau régional. J'entends les gouverneurs des régions, les délégués régionaux en tant que gestionnaires d'incidents, et puis les formations sanitaires qui prennent effectivement en charge les malades. Nous avons pour 2,5 milliards que nous avons transférés directement. Nous avons aussi les acquisitions de tests et intrants pour environ 1,5 milliard aujourd'hui. Nous avons le gros qui est le matériel médical qui a été acquis pour environ 11 milliards. Et ça, nous disons aussi que ce que nous faisons, c'est de faire passer les marchés, parce que nous avons mis en place une commission ad hoc qui étudie et régule ces marchés-là. C'est faire passer les marchés et les factures sont envoyées au ministère des Finances qui paye. Donc, il n'y a pas une caisse au ministère de la Santé publique. Vous aurez comme ça aussi les confinements, c'est-à-dire les mises en quarantaine, et tout cela qui a coûté environ 884 millions. Nous avons dépensé dans le cadre du Trésor public 19,5 milliards. Dans le cadre du compte BGFI, environ 2,5 milliards. Et dans le compte de UBA, 150 millions. Voilà un peu le global des ressources financières. Et cela est traçable, cela est vérifiable si vous le voulez, parce que nous comptons d'ailleurs les publier. C'était donc le ministre Manaouda Malachi, le docteur Manaouda Malachi, en focus dans cette édition de Scène de presse. Pour camper le décor, vous l'avez bien compris, nous parlons désormais de santé,
parlons du Covid-19, nous parlons des tests liés au Covid-19 et nous recevons donc le docteur Sarah Eyango, qui est le chef de l'unité laboratoire Covid-19 au Centre de coordination des opérations d'urgence de santé publique, mais qui est également le directeur scientifique du Centre Pasteur. Bonsoir docteur et merci d'être sur le plateau. Bonsoir. Et à ma gauche, quelqu'un qui parle du Covid-19 pratiquement tous les jours à la télévision. Il s'agit d'Évariste Yenga. Bonsoir et bienvenue Évariste. Bonsoir Lucrèce. Alors, nous allons commencer par cette question, docteur, si vous le permettez. Le Cameroun envisage de lancer le testing mobile dans quelques jours, dans quelques semaines. Vous nous le direz. Alors, le testing mobile aujourd'hui, pourquoi est-ce que le testing au niveau des postes commence à montrer quelques signes d'essoufflement? Que se passe-t-il? Merci pour cette question. Nous lançons le testing mobile dès demain. Dès demain. Dès demain. Alors, il faut savoir que nous adoptons les stratégies en fonction de l'évolution de l'épidémie et de l'épidémiologie et de l'ensemble des résultats que nous avons. Vous savez que dès le départ, il était question d'appeler le 15-10, d'attendre sur place qu'on soit prélevé. Ça montrait ses limites. Il y a eu la décentralisation et le ministre de la Santé publique a accompagné, soutenu la mise en place effectivement des tests, des sites fixes dans tous les districts de santé, surtout ceux en épidémie. Et progressivement, au début, on a vu vraiment un engouement de la population vers ces sites fixes. Et aujourd'hui, on réalise une faible fréquentation. Donc, il faut se poser les questions et revoir la stratégie qui est mise en place. Parallèlement à cette situation de faible fréquentation, nous avons une capacité en testing qui est réellement importante aujourd'hui. Et ensuite, nous avons analysé les données que nous avions déjà collectées sur les 100 premiers jours qui nous montraient que parmi les personnes qui étaient diagnostiquées positives au Covid-19, la moitié était asymptomatique. Donc, ça veut dire que si nous restons à attendre, vous savez, pour aller vers le poste fixe, il faut en avoir besoin, il faut savoir qu'on a été en contact. Donc, si nous restons à attendre que les populations aillent vers le poste fixe, on risque à un moment donné, vous savez, il a présenté aujourd'hui à 20h30 que la situation, on était dans une maîtrise de la situation. Il faut que nous nous rassurons que nous sommes dans cette maîtrise de la situation dont nous devons aller maintenant vers la population. Alors, comment irez-vous vers la population? Comment cette opération va-t-elle être organisée? Vous me rencontrez, moi, en route, en train d'aller au marché, et puis vous décidez de me faire un test? Comment est-ce que ça va se passer? Certainement pas. Nous avons déjà commencé d'ailleurs le travail. Donc, dans cette analyse de la faible fréquentation, on se pose bien les questions pourquoi? Peut-être certainement une faible participation des communautés, au-delà de la décentralisation régionale, une faible participation des mairies. Donc ce travail de sensibilisation a commencé avec la présentation de ce projet lors de la réunion communale vendredi dernier. Et donc, vraiment, c'est une idée qui a été acceptée et il y a des maires qui se sont déjà positionnés. Donc, par exemple, nous allons commencer avec le maire de Yaoundé 2. Donc, il y a dès demain une grande sensibilisation parce que ce testing mobile, c'est pas le long de la route. Nous voulons aussi cibler les endroits où il y a une forte population. Parce que ces populations, nous allons prendre par exemple l'exemple du marché de Mokolo, c'est des personnes qui tous les jours sont obligées déjà de s'y rendre en tant que vendeurs pour c'est leur métier au quotidien, ils doivent y être. Et donc, ils sont exposés et n'ont pas forcément le temps d'aller vers un poste fixe. Donc, il y aura de la sensibilisation demain. Ces marchés sont très bien organisés en quartier, en stand, avec les responsables. Donc, il y aura une grande sensibilisation et une organisation. Ce sera fait ensemble avec la région, le COUPS, la coordination,
pour effectivement étaler et organiser ce prélèvement. Docteur, c'est fort ambitieux ce réajustement de la stratégie qui s'adapte aux caprices de la pandémie. Mais je voudrais comprendre pourquoi, quand on engage le testing mobile, on ferme certains postes fixes. J'en veux pour preuve celui du Palais des Sports qui a fermé les portes déjà, celui des Camtel. C'est sans intention publicitaire. Non, c'est ambitieux, oui. Nous sommes dans une grosse crise sanitaire. Donc, si on s'arrête sur les stratégies sur lesquelles nous sommes, nous n'allons pas vaincre cette pandémie. Les postes fixes ne sont pas du tout fermés. Dès lundi, d'ailleurs, avec l'appui d'autres partenaires, le Paposi va être à nouveau opérationnel. Voilà, opérationnel. Vous savez que c'est des moyens qui ont été mis avec tout ce qu'il fallait en termes d'hygiène, de sécurité, de prise en charge médicale et prise en charge psychologique. Donc, si après il n'y a pas la fréquentation nécessaire, ça peut également poser de problèmes. Donc, en réalité, ce n'est pas très ambitieux. Et le testing mobile, il faut le dire, va être une phase pilote déjà. Donc, on ne va pas le lancer tout de suite partout. Une phase pilote. D'abord, en termes de phase pilote et analyser ses résultats. Et le testing mobile, en fait, comme nous disons, c'est mobile, dont on essaye d'alléger, va être adossé à un poste fixe. Donc, tout le mécanisme qui était sur le poste fixe, nous ne doublons pas des postes fixes. Nous n'allons pas vers les marchés redoubler les postes fixes. Nous allons pour la sensibilisation, redire l'importance des mesures barrières et de protection et prélever simplement les gens qui vont être convaincus après, bien sûr, un counseling. J'ai bien compris, vous allez quand même faire des prélèvements à partir de ce lundi dans ces différents endroits. Et après, lundi, qu'est-ce que lundi, vous faites? Ce sera encore de la sensibilisation. Alors, votre travail va consister à faire des prélèvements, c'est bien cela? Oui. Et après quoi? Lorsque vous avez prélevé quelqu'un et qu'il s'avère que son test est positif ou négatif, qu'est-ce que vous faites de lui? Est-ce qu'avant il y a une préparation, est-ce qu'il y a une sorte de counseling? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Tout à fait. Avant le prélèvement, nous n'avons pas voulu doubler les postes fixes parce que ça demande vraiment une autre grosse structure. Donc, mais comment faire pour que nous ayons un grand nombre de personnes qui puissent être testées, donc avoir accès à ce diagnostic. Donc, il y aurait effectivement la phase de counseling. Au-delà, déjà, les gens seront déjà informés. Il y aura une organisation parce que ça ne va pas être un attroupement par foule, une bousculade. Donc, il va y avoir une organisation qui va respecter l'organisation. Si je prends le marché de Mokolo, qui va respecter une certaine organisation et un planning du travail qui va être fait. Donc, il y aura ce prélèvement qui va être fait et qui va être directement transféré au niveau du laboratoire. Docteur, vous savez qu'on a mis en place déjà les retours même des résultats par SMS. Donc, tous ces moyens vont être mis ensemble. Docteur, il y a quelques limites que je crois trouver en cette stratégie. Comment on va faire pour contourner la réticence de certains, l'indifférence de certains, bien qu'il y ait des postes mobiles, mais qui estiment déjà que c'est la fin de la pandémie? Mais je pense qu'on ne peut pas être limité que par ça, parce que il faut croire à la puissance, à la force de la sensibilisation et de la communication. Comment on arrive à les convaincre de venir se faire tester? De venir se faire tester, mais ça va être des messages pour leur montrer l'importance de ce testing. Parce que se faire tester aujourd'hui quand on est asymptomatique va permettre effectivement, si on est positif, de montrer qu'il y a une forte population qui peut continuer à porter ce virus et peut-être créer le prochain pic. Le problème des varistes, c'est qu'on se rend bien compte, et les chiffres le montrent, qu'il y a une sorte de décroissance au niveau des cas. On se rend bien compte que les hôpitaux se vident, osons le dire. Alors maintenant, décider de faire des tests mobiles, on ne comprend pas, on se demande pourquoi. Mais effectivement,
il faut qu'on soutienne cette baisse que nous observons. Parce que actuellement, elle est liée aussi à la baisse du nombre de tests. Mais est-ce que c'est réel? Ces données, c'est pour ça que je dis c'est une phase mobile, c'est une phase pilote, pardon. Donc les données que nous allons avoir au cours de cette phase pilote vont effectivement nous permettre de prendre les décisions sur la poursuite ou non de ce testing mobile. Mais il faut aujourd'hui que le ministère de la Santé ait plus de données qui lui permettent d'affiner la stratégie. Vous imaginez que on ne peut pas se croiser et se dire tenez, personne ne va plus dans les postes fixes et se baisser les bras. Comment faisons-nous pour resensibiliser, pour dire aux gens, écoutez, le coronavirus est encore là, la Covid, les gens souffrent encore, ou bien nous sommes en train de tourner la page, ça va être les résultats. Quel type de tests allez-vous utiliser, docteur? Quel type de tests peut-être rapides allez-vous utiliser? Antigéniques, anticorps IgM ou IgG? Qu'est-ce que vous allez utiliser? Alors, quand on parle de diagnostic, on parle de chercher le virus. Parce que nous sommes dans des infections respiratoires supérieures. Donc, il faut rechercher et couvillonner dans le nez ou dans la gorge pour avoir ces sécrétions. Donc, le test qu'on peut utiliser ici ne peut être qu'un test antigène parce que je recherche les particules de virus. Et dans le cas de notre phase pilote, étant donné la force ou l'optimisation que nous avons, nous allons directement associer la PCR, qui est encore plus sensible et qui, lui, cherche, on va dire, le cœur du virus. Donc, le diagnostic ne repose que sur la recherche des particules virales. Docteur, dites, est-ce que le type de test n'a pas contribué aussi à amener certains à ne plus s'intéresser au dépistage? Je voudrais dire, le PCR, il paraît fiable. En revanche, il y a des interrogations plutôt sur le TDR, le test de dépistage rapide. Le résultat est immédiat, mais en termes de fiabilité, il y a quand même un pourcentage d'interrogations. Voilà, tout ça, c'est des stratégies que nous mettons en place. Vous savez, le Cameroun a eu la chance de pouvoir monter en puissance et d'avoir 15 laboratoires qui sont capables aujourd'hui de faire de la PCR. Mais s'il faut drainer tous les échantillons vers ces laboratoires, ça, vous avez vu, ça, on a rencontré une certaine lourdeur. Et comme vous avez vu, nous rajustons la stratégie. Nous avons eu la chance de bénéficier de ces tests. Ces tests ont une très bonne sensibilité lorsque nous avons des personnes symptomatiques. Le problème peut se poser vers les asymptomatiques. C'est pour ça, pour avoir les bons résultats, nous allons associer les tests TDR antigènes automatiquement à la PCR. Et il y a un autre souci avec certains patients. Il est testé à ce jour, nous sommes dimanche, par TDR. Le test est négatif. Une semaine après, il fait le test PCR. Le résultat est positif. Oui, c'est tout à fait normal, certainement. Au moment, comme vous l'avez souligné, le test PCR, c'est le test de référence. Donc, déjà là, vous décalez déjà d'une semaine, ça veut dire que la maladie a évolué. Mais même le même jour, lorsque vous n'êtes pas symptomatique, il peut s'avérer que le test TDR soit négatif et que le test PCR soit positif. Mais c'est un outil déjà de screening. Vous savez, la stratégie, c'est tester d'abord ceux qui sont positifs et d'arrêter tout de suite la transmission. Donc le test TDR nous permet quand même, avec 70% de sensibilité, de prendre dans tout ce qui peut être symptomatique, et de confirmer que... Ça fait quand même 30% de tests pas très clair, hein, si vous dites 70% de... L'algorithme permet que quand vous avez un test TDR négatif, que vous le transférez vers la PCR pour pouvoir confirmer. Retrouvons Évariste et Yenga. On va retrouver la revue de presse dans la suite de cette édition de Scène de presse. Examen officiel, la session 2020 est lancée. Cameroun Tribune indique que les candidats au brevet de technicien et probatoire technique ont ouvert le bal lundi.
Le lendemain, c'était au tour des candidats au baccalauréat général d'aller affronter leur destin. Le jour nous apprend que c'est au total 119 160 jeunes qui frappent ainsi aux portes du supérieur, une session d'examen encadrée par un fort protocole sanitaire, tel que les démontre Mutation, sur les traces du ministre des Enseignements secondaires, Pauline Nalova-Lyonga, en visite dans les centres d'examen de Bertoua à l'Est. Le Cameroun et la Guinée équatoriale posent de nouvelles balises dans la coopération sous-régionale. Selon Cameroun Tribune, l'accord de défense et de sécurité transfrontalière signé à Malabo cette semaine scelle la volonté des présidents Paul Biya et Teodoro Obiangema Bazogo d'ouvrir la page d'une cohabitation plus saine. Pour Mutation, l'accord de Malabo garantit, entre autres aux deux voisins, une protection conjointe de l'espace maritime, aérien et terrestre. Et le ministre délégué à la Défense de confier au quotidien de Georges-Alain Boyomo que le Cameroun va respecter ses engagements. Est-ce donc un nouveau départ pour les deux pays frères, s'interroge le jour. Le quotidien bleu souligne en effet que les derniers mois avaient été marqués par un regain de tension au niveau de la frontière commune. Intégration a justement consacré un dossier sur ces réalités amères dans la ville frontalière de Kursi, avec en face la ville équato-guinéenne des Bébiyines. Selon le journal de Thierry Ndong, partir d'un pays à l'autre est devenu l'expression d'une défiance à l'égard d'un environnement proche de la réclusion. Et dans cette prison des hommes libres, on se rejette mutuellement la faute. La revue de presse était Sur la scène. Alors, docteur, d'où viennent ces textes? D'où viennent ces tests? Quelle est la source d'approvisionnement? La source d'approvisionnement, mais les tests sont les tests sont fournis par le ministère de la Santé publique, soit à partir des fonds de l'État, soit à partir des partenaires techniques et financiers. Et là, la question s'adresse plutôt au niveau du ministre de la Santé. Nous sommes utilisateurs. Il y a un point que j'avais pas dit. Attendez d'abord, docteur, tout à l'heure, vous avez dit que ce sera une phase pilote. Donc, quelles sont les localités ou les villes qui sont concernées par ce testing mobile-là? Pour cette semaine, nous commençons à Yaoundé. Ça va être essentiellement Yaoundé et nous ferons un point mercredi parce que le ministre tient la réunion hebdomadaire avec toutes les régions et voir le niveau de préparation parce que les principales régions, c'est l'Ouest et le littoral. Donc, à la réunion hebdomadaire mercredi, on fera déjà un point pour voir vers quelle région. Mais on souhaiterait vraiment avoir les résultats de la phase pilote au niveau de Yaoundé pour pouvoir mieux dessiner qu'est-ce qui pourrait être adapté vers d'autres régions. Docteur, il y a des régions qui sont comme des opportunités. Je pense à la région du Nord et celle de l'extrême Nord. On a réalisé là-bas moins de 2000 cas dans chacune des régions. Encore qu'on a seulement 132 cas positifs dans le Nord. On a 143 cas positifs également, 9 actifs uniquement dans le Nord. Est-ce qu'il n'est pas plus facile de repérer les contacts des 9 de la région du Nord, de les faire tester et de rompre la chaîne à ce niveau? Ah, mais les 9, dans le système qui est mis en place, les contacts de ces 9 cas ont déjà été totalement screenés. Ouais. Donc, le système qui était mis en place permettait déjà, dès que vous étiez positif, de screener. Ce que nous souhaitons faire, c'est vraiment aller vers les endroits où il y a une forte concentration, associer toutes les communautés, les mairies pour cette sensibilisation, les COSADI pour que eux-mêmes ils parlent à ces populations dans le langage dont ils ont l'habitude de communiquer, pour qu'ils comprennent mieux la nécessité de faire ce test. Il y a la région du littoral qui semble poser problème, seulement 30 000 tests effectués là-bas, alors que c'est la deuxième région épicentre. Voilà, donc vous comprenez la nécessité d'aller encore mieux vers la population et d'augmenter cette capacité de testing. Alors, je voudrais également que nous parlions, docteur, si vous le permettez bien, de la composante psychologique. On a parlé de l'organisation de ce testing, on a parlé de counseling. Est-ce que dans ces groupes qui seront constitués pour faire ces testings mobiles, est-ce que vous avez prévu la composante psychologique vraiment pour préparer les gens à accepter les différents tests qui seront faits ou les résultats des tests
qui seront faits parce qu'on s'est bien rendu compte avec cette maladie que la composante psychologique n'a pas toujours été suffisamment prise en compte et que les gens se sont parfois rendus plus malades du fait de savoir qu'ils ont le Covid que du fait d'avoir le Covid lui-même. Tout à fait. Dans la section opération, on représente l'unité labo, mais l'unité de la prise en charge psychologique est totalement engagée et est prête déjà dès le pré-counseling pour pouvoir accompagner cette population. Nous allons dans quelques instants marquer un autre arrêt dans cette édition de Scène de presse et nous allons retrouver Régine Gladys Le Bouddha pour les unes du lundi. Mais avant, docteur, je voudrais vous demander, selon vous, quelle est la situation actuelle du diagnostic au Cameroun? La situation actuelle du diagnostic, je pense que le Cameroun doit être plutôt fier. C'est vrai que c'est une crise sanitaire, donc ça peut pas être parfait, mais je pense qu'au niveau de la sous-région ou bien au niveau du continent africain, nous sommes un pays qui a 15 laboratoires, donc 9 régions sur 10 qui sont capables de faire un test PCR. Donc, en même temps, nous avons actuellement des centaines de milliers de tests TDR rapides qui sont disponibles dans tous les districts de santé au niveau du Cameroun. Je voulais faire un clin d'œil au programme national de lutte contre le sida, au Centre Pasteur du Cameroun qui a permis cette décentralisation, cette formation active. Et parce que si nous avons ces 15 laboratoires, c'est pas parce que le Cameroun s'est totalement équipé. C'est parce que nous avions déjà ces laboratoires qui étaient fonctionnels plus dans la prise en charge du VIH et dans la prise en charge de tuberculose. Donc il y a eu juste une optimisation des plateformes et aussi une biosécurité, une sécurisation des conditions de travail. Et maintenant, retrouvons Régine Gladys Le Bouddha pour les unes du lundi. Bonsoir Régine Gladys. Bonsoir Lucrèce, bonsoir à vous et bonsoir à vous chers téléspectateurs. Dans vos kiosques ce lundi 27 juillet 2020, d'abord une floraison d'économie. Les chiffres du Fonds spécial du Covid-19 s'étalent en une de Cameroun Tribune. La répartition est faite et peut se lire dans un décret du Premier ministre, chef du gouvernement, qui fixe les montants des enveloppes allouées à chaque administration impliquée dans la lutte contre le Covid et dans la gestion de ses répercussions. On peut percevoir en filigrane l'impératif de transparence alors que le soupçonnat virus ronge la une de l'essentiel. 3 ministres au cœur du fonds spécial anti-Covid illustrent le ventre de l'hebdomadaire pour un dossier sur l'argent du Covid qui alimente toutes les convoitises. Et pour taire les rumeurs et soupçons, la communication barrière du gouvernement est à décrypter dans les pages 3 et 6. Entre les pages 3 à 6 de l'essentiel, dans la même veine, prospective nouvelle, à compter pas moins de 180 milliards de francs CFA dans la cagnotte du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le Covid-19 au Cameroun. Autre dossier sur la gestion des fonds de la pandémie, dans lequel on apprend que le coût total de la riposte sanitaire ces 5 derniers mois s'élève à plus de 20 milliards de francs CFA. De quoi inspirer des noms d'oiseaux à Réalité Plus. Ibou Lessé Manaouda, crie le journal de Paul Ngouari Kinje pour dénoncer une pure distraction par ces temps de crise sanitaire. Crise sanitaire qui fait tanguer nos finances. L'Economy Report de ce lundi nous présente le tableau d'un Cameroun en récession. L'alarme résonne après une étude du GICAM dont les conclusions laissent transparaître une économie en détresse. L'heure est donc à la rigueur dans la gestion. Intégration porte les défis dans la sous-région. En bon ordre de marche, la commission de la CEMAC fait l'ouverture du journal pour rappeler la nécessité d'un leadership collectif. Ça brûle en une de The Sun. Ce lundi, Fire consumes Yaoundé General Treasury.
Titre donc à la une au lendemain de l'incendie à la trésorerie générale de Yaoundé. Les flammes lécheront aussi ce lundi la page 6 de Mutation. Le quotidien privé de la rue de l'Aéroport choisit ce lundi de nager à volo entre le scandale des fuites des preuves au baccalauréat scientifique. Voilà, condensé Lucrèce, la tribune de vos kiosques ce lundi. Très belle semaine à vous. Très belle semaine, Régine Gladys Le Boudin. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition de Scène de Presse. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Merci à tous nos invités. Et puis, prenez rendez-vous demain sur CRTV News lorsqu'il sera 21h30, canal 306, rediffusion de votre émission Scène de Presse. La presse quitte la scène. Merci, bonsoir.